Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 24 octobre 2019. Voici les titres de cette édition. Retour sur ce spectacle qui s'est déroulé hier à Metallurgic Park, un spectacle aux couleurs d'Halloween. Et vous redécouvrirez en images l'exposition qui se tient en ce moment à Vitry-le-François afin de lutter contre la discrimination. Dans la nuit du 26 au 27 octobre, nous passerons à l'heure d'hiver. De ce fait, dimanche à 3h du matin, il faudra enlever 60 minutes à l'heure légale. Il sera donc alors 2h du matin. Mais ce changement d'heure signifie également que les piétons doivent être plus vigilants, car chaque année, cette période est marquée par un pic d'accidentalité de plus de 50%, des accidents de piétons sur la tranche horaire 17h-19h. Et avec nous par téléphone, le délégué interministériel à la sécurité routière. Bonjour Monsieur Barbe. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les effets du changement d'heure sur les accidents de la route ? Oui, c'est un phénomène qui est peu connu, qui est un phénomène statistique. Il se trouve que les 4 semaines qui suivent le changement d'heure, eh bien, on constate une augmentation de 50% du nombre des piétons tués en moyenne dans les autres périodes. Et de toute façon, les 4 mois d'hiver concentrent 40% des mortalités de piétons. Et le phénomène s'explique assez simplement, c'est que le changement d'heure fait que les piétons vont, et les usagers vulnérables, d'ailleurs plus globalement, les cyclistes, les trottinettistes, etc., vont se déplacer à des moments où il fait plus sombre. Et par conséquent, comme ils sont moins vus, eh bien, ils seront plus facilement victimes d'accidents, notamment d'accidents mortels. Et justement, quelles sont les précautions que l'on puisse prendre pour éviter le risque d'accident ? La meilleure des choses, c'est d'abord d'être prudent, d'être attentif, et puis surtout d'essayer de se faire voir, soit en portant des vêtements clairs, notamment pendant ces quelques semaines qui vont, ces périodes d'adaptation, si je puis dire. Et puis pour les enfants, je recommande fortement de faire le choix de cartables qui portent des bandes réfléchissantes, de sorte que dès qu'il y a des phares, le cartable va s'illuminer et protéger mieux l'enfant. Pour les enfants, c'est très important, parce qu'évidemment, le gros de ces morts, ça se produit en fin d'après-midi, et c'est-à-dire assez souvent à des moments où les enfants vont rentrer de l'école, par exemple. Parfait. Merci beaucoup, Emmanuel Barbe, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Au revoir. Et passons dès à présent à la partie reportage de cette édition. Et je vous le disais en titre, elles ont débuté ce lundi. Il s'agit des vacances de la Toussaint. Pour l'occasion, le site Metallurgic Park accueillait parents et enfants ce mercredi afin de participer à un atelier ainsi qu'une animation autour de la métallurgie. Sur place, Linda Benaïssa et Nicolas Fontaine. Le site de Metallurgic Park profite des congés scolaires pour se parer aux couleurs d'Halloween. 26 visiteurs, parmi lesquels de nombreuses familles, étaient sur place pour participer aux différents temps d'animation ludiques et interactifs qui leur ont été proposés ce mercredi après-midi. Donc aujourd'hui c'était la chasse aux sorcières, donc avec des ateliers prévus en première partie. Donc c'était atelier de médailles en étain. Et pour les plus grands souvent, et pour les plus petits, on avait prévu des ateliers culinaires qui hélas ont été annulés faute de participants. Rien de tel que des temps d'immersion et de découverte pour prendre conscience de la variété et de la complexité du travail métallurgique. Qu'est-ce que tu as fabriqué aujourd'hui ? Une médaille. Il y a quoi dessus ? Une licorne. Est-ce que c'était facile ou difficile à faire ? Difficile. Et toi, est-ce que tu as trouvé que c'était facile ou difficile ? Moyen. Ce que je fais, ce que je suis en train de réaliser, c'est ce qu'on appelle au départ tamiser. Alors, on fait le moule pour faire la médaille. Et après on le fait d'un côté, et quand on a fini de le faire, on fait recto verso. Voilà, et ça va donner le résultat final. Les inscriptions aux ateliers se sont faites en amont avec une participation financière modique pour couvrir le prix du métal utilisé. Je l'ai créé pas tout seul, avec les collègues de l'association. On a créé cet atelier pour faire vivre le musée.
On a conçu les châssis, l'outillage, on a conçu tout ça nous-mêmes et on a créé des médailles. C'est pour tout public, hein, pour les scolaires et aussi pour les visiteurs. Donc on organise des ateliers certains jours dans l'année. Ça consiste les participants choisissent un modèle, ensuite ils le moulent avec du sable. C'est pas eux qui le coulent, hein, nous on le coule et ils repartent avec leurs pièces. De cette façon, ils voient comment on moule hier et aujourd'hui, les techniques du moulage au sable, qui existent toujours aujourd'hui. C'est ensuite sur les pas de la sorcière Pierre de Fer qu'ont été conduits les participants pour l'aider dans sa collecte des ingrédients nécessaires à la fabrication de la fonte. Les matériaux récoltés étaient disséminés sur tout le site et il fallait se montrer attentif aux diverses indications fournies concernant le métal et les secrets de la fonte d'art dans une ambiance ludique et divertissante. Au quotidien, Métallurgique Park, c'est avant tout une forme de musée, de représentation de la métallurgie, de la fonte en particulier. Donc c'est aussi bien son histoire que le déroulement, comment ça se passe, les étapes. On peut y voir des pièces qui ont été fabriquées, on peut y voir un haut fourneau, monument historique, avec un spectacle animé qui présente justement tout le déroulement quand il était en activité, avec le rôle de chacun, les étapes. Travail en équipe et dégustation de bonbons, les visiteurs avaient toutes les clés en main pour découvrir le site de manière originale et devenir incollables sur ce riche patrimoine industriel encore trop souvent méconnu. Pour y remédier, rien de tel que de se rendre à l'exposition temporaire La Fonte dans la ville, organisée sur le site à Dommartin-le-Franc jusqu'au 17 novembre, concernant la place de la fonte dans notre quotidien. Ville d'égalité, voici le nom de la nouvelle exposition qui se déroule en ce moment à Vitry-le-François, ayant pour thème principal la lutte contre la discrimination. Lisa Valmorlette et Nicolas Fontaine. Connaissez-vous la ville de l'égalité ? Eh bien, elle a pris place dans la Cité Rose et plus particulièrement dans la salle du Manège. Avec son cinéma, sa mairie, son épicerie ou encore son tribunal, elle accueillera jusqu'au 2 novembre petits et grands. Cette exposition sous forme de ville est un véritable parcours éducatif pour lutter contre les discriminations. De l'image des expositions où on ne vit pas la chose. Et là, le fait de faire pour apprendre permet une autre vision des choses. Et on a très bien vu lorsqu'on a accueilli les enfants issus des écoles vitriates que tout de suite, ils s'imprègnent du sujet. On leur fait vivre de vraies scènes de discrimination. Et ça, c'était important pour nous de le mettre en avant. Et chaque atelier a vraiment un but particulier. On sort de notre atelier, on sort de notre exposition avec de nouvelles idées en tête et sachant ce qu'est vraiment une discrimination et si on peut être auteur ou si on est victime de discrimination. En effet, oubliez les panneaux explicatifs. Ici, le musée, c'est l'affaire de jeunes services civiques. Là, vous avez plein de mots juste ici et de l'autre côté qui nous viennent de langues étrangères en fait. Par exemple, à travers des ateliers, les animateurs n'ont qu'une idée en tête, faire réagir les enfants. Là-bas, on a mis les bouteilles d'eau ensemble. Oui, toutes les bouteilles ensemble. Oui, enfin voilà. Là, on a mis les bouteilles de jus. Là, on a mis certains aliments. Là, par exemple, il y a des œufs. Là, il y a des compotes. En fait, on range les choses dans des cases. Oui, c'est ça. Et avec les gens, on fait la même chose. Par exemple, quand on voit une fille, on la met dans la case fille. Il s'agit aussi de montrer que la discrimination, loin d'être une fatalité, est un délit et que chacun peut et doit réagir. Par exemple, stigmatiser les gros. Les personnes, elles sont comme elles sont. Ou les petits. On dit, c'est un imbus, c'est gna 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 gna, vous voyez bien. Et puis, on filtre aux entrées, on regarde. C'est tout ça, les discriminations. C'est un concept très large. Et donc, c'est pénalisant pour beaucoup de personnes. Donc, la discrimination, elle peut exister en matière amoureuse, en matière de sexe, en matière de santé, en matière d'accès à l'éducation. Ça recouvre tout un champ de la vie dans laquelle nous sommes. Et donc, c'est un motif pour nous de se mobiliser pour que liberté, égalité, fraternité ait réellement un sens et que chacune et chacun s'approprie ces concepts pour qu'on puisse vivre chacun et pleinement son individualité dans la liberté et la République.
Cette exposition a été réalisée par le service de développement social urbain de la ville qui, en 3 mois, a réussi à mettre sur pied cette exposition déclinée d'un projet déjà existant en France. Le sujet de la discrimination au sens le plus large possible a été retenu pour s'adresser au plus grand nombre. Pendant les vacances scolaires, l'exposition est ouverte à tous, sur réservation, puis elle sera exclusivement réservée aux scolaires, avant de déménager au Collège des Indes, puis au lycée François 1er. C'est la fin de cette édition, tout de suite la météo et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.